avec une augmentation du chômage. Donc, mon premier objectif, et je l'ai affirmé, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. Inverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, inverser? Ça veut dire que ça va augmenter jusqu'à la fin de l'année, nous en subissons encore les effets, et puis à la fin de l'année, nous serons dans une baisse du nombre de chômeurs. Est-ce que c'est un vœu? Non, ce n'est pas non plus un pronostic. C'est un engagement et une bataille. Je la mène, cette bataille. Et je vais y mettre tous les moyens. Les moyens, je n'ai pas à avoir à les inventer, ils sont là. Il y a les emplois d'avenir, on va en parler. C'est les emplois pour les jeunes, ceux qui sont sans qualification, ils seront 150 000 avant la fin de l'année. Ça parle lentement. Ça parle lentement, mais ça arrivera sûrement. Ce qui compte, c'est d'arriver à avoir autant de jeunes que nous avons souhaité. Remettre le pied à l'étrier pour ces jeunes, souvent des quartiers difficiles. Surtout dans le secteur public, ces emplois d'avenir. Oui, ça c'est fait pour le secteur public et le secteur associatif. Et puis, il y a le contrat de génération. Ça vient d'être voté, mis en œuvre dès le mois de mars. Et ça va augmenter 70 000 à 80 000 créations d'emplois pour les jeunes et de maintien des seniors, c'est-à-dire de ceux qui peuvent leur transmettre leur expérience dans l'entreprise. Mais je ne vais pas simplement mettre en œuvre ces outils-là. J'ai également décidé, c'était au mois de novembre, de faire ce qu'on appelle le pacte de compétitivité. Ça veut dire quoi? Parce que c'est des mots, et ce que les Français veulent comprendre, c'est ce qui va se passer pour toutes les entreprises en 2013. Elles vont avoir une diminution de l'ensemble de leur masse salariale de 4%. Avec ça, ces entreprises peuvent investir, embaucher, exporter, faire tout ce que peut faire une entreprise quand elle affronte, et elle affronte aujourd'hui l'entreprise France, la compétition. Donc, ça se met en œuvre tout de suite. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai créé une banque publique d'investissement. Pourquoi faire? Pour qu'il y ait des moyens financiers qui soient apportés justement aux entreprises, en fonds propres, en prêt, toute forme de participation, pour les amener vers des filières que nous considérons comme stratégiques, prioritaires, lesquelles la transition énergétique, les énergies nouvelles, la santé, l'économie du vivant, les biotechnologies, l'automobile, la voiture propre, et puis aussi tout ce qui a trait au logement. Donc, on met en place cette politique. La boîte à outils, on l'a entendu, on va parler de certains de ces outils en détail, mais d'abord simplement un mot quand vous dites « je n'ai pas sous-estimé la crise », on avait cru comprendre, on avait cru entendre que vous disiez cette crise elle est passagère, la crise de l'euro est derrière nous, vous aviez prononcé ces mots au début de l'année dernière par exemple. Qu'est-ce qu'on a réglé jusqu'à présent? Et j'y ai contribué puissamment. C'est précisément la crise de la zone euro. Elle n'est pas réglée, il y a eu chiffre encore récemment. Peut-être la Slovénie demain. Oui. Là, ce sont des pays de taille modeste que nous traitons, où on sent en difficulté compte tenu des excès du système financier. L'Italie toujours fragile. L'Italie vraiment. Les mécanismes, là encore, ont été introduits depuis 10 mois. Parce que, je vous rappelle, je suis président de la République depuis 10 mois, pas depuis 10 ans. Je n'ai pas la responsabilité du pays depuis 10 ans, depuis 10 mois. Mais moi, je ne me défausse pas. Je suis là, je suis président, ce n'est pas pour me mettre en contradiction avec mon prédécesseur, c'est pour régler les pays, l'état du pays, pour le léguer éventuellement à mon successeur. Quand vous aviez fait, pardon, Monsieur le Président, des prévisions de croissance de plus d'1,5% pour cette année 2013 ou pour l'année 2014 et les suivantes, on voit bien que cette croissance ne sera pas au rendez-vous, donc que cette crise est plus forte que ce que vous aviez Quand je suis arrivé aux responsabilités de la France, les prévisions de la Commission européenne pour tous les instituts pour l'année 2013, c'était 1,2%. Moi-même, j'ai considéré que cette prévision n'était pas réaliste. C'était celle de mon prédécesseur, ce n'était pas réaliste. Je n'en fais pas reproche, tout le monde était sur cette hypothèse-là. J'ai déjà corrigé au mois de septembre. On ne fera pas 1,2%, on fera que 0,8% au mieux. Et puis j'ai eu aussi la franchise de dire, ben non, finalement, on ne va pas faire 0,8% parce que l'Europe est en récession. En récession, c'est-à-dire que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Royaume-Uni, ce n'est pas une croissance que ces pays connaissent, c'est une décroissance, une récession. Nous, on ne va pas s'en vanter, on est croissance zéro, nulle. Quand on est en croissance zéro, on ne crée pas d'emploi. Donc, j'ai pris des mesures pour tenir compte de cette situation. Quelle est ma priorité? Quel est mon cap? Ma priorité, je dis, c'est l'emploi, mais mon cap, c'est la croissance. Je veux que la France connaisse une croissance. Pourquoi une croissance?
Parce que c'est la production nationale qui est en cause. Moi, quand je vois les images, ce qui me heurte le plus, ce sont des entreprises qui ferment, ce sont des salariés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ce sont des décisions douloureuses qui sont prises parfois par des petits, dans des petites entreprises où on arrête une activité. Donc, j'ai ce devoir de remettre de la croissance. Restaurer la croissance. Donc, restaurer la croissance, Si on bien. Renforcer la production nationale, la compétitivité, ce que nous avons fait avec le pacte, le crédit d'impôt, qui va permettre aux entreprises d'avoir moins de charges et donc pouvoir investir, la banque publique d'investissement, les filières industrielles, et puis aussi réorienter l'Europe. Parce que si... Alors ça, on va en parler un peu plus tard, mais je voudrais m'arrêter à cette fameuse boîte à outils. Vous nous dites, tous les outils sont là, il n'y aura plus de réforme d'ampleur pour la productivité, les outils sont là, il faut simplement les développer. On attend la croissance maintenant. Non, les outils sont là, il faut les utiliser pleinement. Les entreprises, qu'elles prennent... Ils sont suffisants. Mais je vais y venir. D'abord, il faut les utiliser. Je ne suis pas simplement dans des effets d'annonce. Utilisons. Les entreprises ont à disposition le pacte de compétitivité, le crédit d'impôt qui peut leur permettre d'alléger immédiatement leurs charges salariales. Et là-dessus, la Banque publique d'investissement est même prête à avancer l'argent nécessaire. Lorsque Louis Gallois, qui est une référence à gauche maintenant, parlait d'un choc de compétitivité pour ces entreprises, pour le pays, il parlait d'un montant de 30 à 50 milliards d'euros. Là, vous donnez, entre guillemets, 20 milliards d'allègements aux entreprises pour diminuer le coût du travail, et c'est quasiment le montant que vous leur avez pris avec les augmentations d'impôts. Est-ce que ça n'est pas un jeu à somme nulle? C'est ce que disent les entreprises. Oui, beaucoup de les mêmes entreprises. C'est vrai qu'on a demandé aux entreprises un effort de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et on leur a demandé cet effort essentiellement pour les plus grandes, celles qui étaient sur le marché international et qui avaient les moyens d'assurer cet effort. Nous avons épargné les petites et moyennes entreprises. Mais il y avait un redressement à faire. Tout le monde devait y participer. Et j'ai considéré que pour l'année 2013 et 2014, nous pouvions mettre à disposition de toutes les entreprises, dès lors qu'elles avaient un salarié, toutes les entreprises françaises peuvent bénéficier de cet avantage, qui n'est pas un cadeau, qui est un soutien. Parce que moi, je veux renforcer la productivité. Ça sera suffisant d'après vous pour restaurer en partie cette compétitivité. J'ai entendu aussi sur la BPI, bien sûr. Ce n'est pas encore suffisant. Il y a la Banque publique d'investissement, il y a la loi bancaire, parce que beaucoup d'entreprises souffrent d'un manque de crédit bancaire. Et donc, nous devons leur apporter toutes les conditions pour trouver du crédit. J'ai fait relever, vous vous souvenez, le plafond du livret A pour qu'il y ait davantage d'investissements, d'épargne pouvant aller vers le logement, vers la construction. Mais je pense que nous pouvons encore faire davantage. Et ce soir, je vais dire aux entreprises que nous allons faire un choc de simplification. C'est-à-dire que je l'ai déjà proposé pour le logement. Vous savez, on va réduire de 3 fois les délais pour les constructions, 2 fois pour les contentieux. Ça, c'est pour le logement. Et je me suis dit, nous allons pouvoir trouver de la croissance aussi par la simplification. Donc, un choc de simplification. C'est-à-dire concrètement. Aujourd'hui, une entreprise petite, elle est obligée de faire envoyer à l'administration 3000 informations par an. 3000. Et demain, demain, il faut réduire 2 fois, 3 fois ce chiffre. Beaucoup l'ont promis, mais on va le faire. Parce que moi, je suis dans l'obligation de faire. Je ne suis pas simplement dans une annonce permanente, je suis dans l'obligation de réussir. Parce que le pays ne peut plus attendre. La différence entre la situation d'aujourd'hui et celle qu'on a pu connaître dans le passé, c'est que la crise a été trop longue. Moi, j'ai le devoir de faire sortir la France de la crise. Et donc, je vais y mettre tous les moyens. Je vous ai dit déjà toute la boîte à outils. Mais vous nous dites, et là, si c'est la simplification administrative. Il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, sur la formation professionnelle. Les chômeurs qui attendent parfois 15 mois, vous entendez, 15 mois pour avoir une formation. Un quart des chômeurs attendent 15 mois. Donc, chômeurs de longue durée. Et voilà, je vais proposer, avec les partenaires sociaux, que un chômeur sur 2 puisse avoir une formation professionnelle dans le délai de 2 mois. 2 mois. Parce que ça, c'est une obligation. Donc, on met en place des mesures pour les entreprises. On met en place des mesures aussi pour le marché du travail. Avec l'accord, vous vous rendez compte, un accord, on peut le contester, on peut le critiquer, un accord passé entre les partenaires sociaux, syndicats, pas tous, syndicats et patronat, pour
que les salariés soient mieux protégés et les entreprises puissent avoir plus de souplesse lorsqu'il y a des difficultés de conjoncture. Beaucoup ont salué cet accord, mais beaucoup se demandent s'il sera retranscrit tel quel par le Parlement dans la loi, strictement. L'engagement que j'ai pris devant les partenaires sociaux, ceux qui ont signé, c'est que ce serait tout l'accord, rien que l'accord. Même si une partie de votre majorité demande à ce qu'il y avoir des corrections qui améliorent, et toute correction devra être approuvée par les signataires. Donc c'est un engagement fort. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire confiance aux partenaires sociaux. Jamais, vous vous rendez compte, jamais il y avait eu un accord entre partenaires sociaux sur cette question du marché du travail. Donc les entreprises, compétitivité, marché du travail, choc maintenant de simplification. Les salariés, mieux protégés, parce que cet accord va mieux les protéger par rapport aux plans sociaux. Pour qu'un plan social soit approuvé, il va falloir qu'il y ait un accord majoritaire dans l'entreprise, c'est-à-dire avec les syndicats. Et s'il n'y a pas d'accord majoritaire, c'est l'administration du travail qui approuvera. Ça évitera tout ce qui se passe aujourd'hui avec un certain nombre d'entreprises qui licencient dans des conditions très douloureuses pour les salariés et même douloureuses pour les employeurs. Alors on va parler de l'autre grand chapitre de la politique économique qui sont les finances publiques, mais 2 points d'abord sur cette compétitivité et sur la vie des entreprises. Beaucoup de chefs d'entreprise sont troublés parce qu'ils entendent des messages contradictoires. C'est vrai qu'il y a eu des messages contradictoires qu'ils ont pu penser qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Il y a eu l'affaire des pigeons, il y a eu des propos de certains ministres qui laissent entendre que le chef d'entreprise, finalement, ce serait un anti et pas forcément le créateur de richesse. Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Moi, je m'adresse à tous les Français. J'ai besoin de tous les Français, quelle que soit leur place dans la vie économique et sociale. J'ai besoin de tous, des salariés et des entrepreneurs, de tous ceux qui contribuent à l'activité, y compris de ceux qui ont travaillé beaucoup, qui peuvent encore donner beaucoup. Vous leur dites, je compte sur vous. Je compte sur les entrepreneurs. Et je vais le montrer. D'abord, je l'ai déjà acté par les mesures que j'ai prises, de confiance. Ce pacte de compétitivité, la réforme du marché du travail, ça n'avait jamais été fait jusque-là. J'ai été plus loin. On va investir dans les filières d'avenir. Beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans les secteurs porteurs. Parce que moi, j'ai confiance dans la France. La France, c'est un grand pays. La France, c'est un pays qui a une technologie très avancée. On a encore fait la démonstration, aussi bien sur l'aéronautique que sur l'automobile ou sur les biotechnologies. Donc, on va investir dans les filières d'avenir. Et donc, tous ceux qui s'interrogent, est-ce qu'on a une place encore dans cette compétition? Est-ce qu'on ne va pas être débordé par les pays émergents? Est-ce que l'Allemagne n'est pas plus forte que nous? Eh bien, non. Il y en a certains qui partent aussi. Oui, alors maintenant, sur le plan fiscal, on a dit, il y a eu des mouvements. J'ai pris 2 décisions. La première, c'est sur la transmission d'entreprise, la cession d'entreprise. Tous ceux qui ont créé une activité qui, à un moment, parce qu'ils ont atteint l'âge, ou parce qu'ils veulent céder une entreprise à des salariés ou à d'autres repreneurs, dans de bonnes conditions, on aménagera la fiscalité. Je mettrai à plat les choses. C'est-à-dire pas pour que ce soit plus simple et surtout moins coûteux pour ces chefs d'entreprise. Allègement de la fiscalité sur la transmission. Sur la transmission et sur la cession lorsque c'est à des repreneurs qui permettent bien sûr le maintien, voire le développement de l'emploi. Deuxième proposition, et là c'est pour donner un signe aussi, je l'avais annoncé dans la campagne, vous vous souvenez, sur ces rémunérations extravagantes. Parce que moi j'ai confiance dans les chefs d'entreprise. Je pense qu'il faut qu'ils réussissent, parce que leur réussite, c'est la nôtre. Mais en même temps, quand il y a des rémunérations qui sont jugées très élevées, bon, j'avais souhaité qu'on introduise cette contribution de 75%. Le Conseil constitutionnel a pris une décision, je la respecte, et donc je vais procéder différemment. Dans les entreprises, d'abord, il doit y avoir une transparence des rémunérations. Dans les plus grandes entreprises, ça ne se passe que dans les plus grandes entreprises, ces rémunérations au-dessus d'1 million d'euros. Dans les grandes entreprises, transparence. L'Assemblée générale des actionnaires sera consultée sur ces rémunérations. Et lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, eh bien, l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Donc c'est l'entreprise qui prendra en charge l'engagement que j'ai pris, c'est l'entreprise qui prendra en charge, les actionnaires d'ailleurs en délibéreront. Quelle est mon idée? C'est pas de punir, c'est pas d'empêcher, c'est de dire, dans ce moment si difficile que l'on traverse, et que beaucoup est demandé aux salariés, est-ce que ceux qui sont
au plus haut des rémunérations ne peuvent pas faire pendant 2 ans, cet effort. Et pour ne pas être sur le champ fiscal des ménages, on va faire ce côté d'entreprise. Donc c'est pas le salarié qui paiera, c'est l'entreprise qui sera responsabilisée. Et donc, quel sera l'effet de cette disposition? C'est que beaucoup de grandes entreprises qui pouvaient être tentées de rémunérer certains cadres dirigeants, très peu d'ailleurs, plus de 1 million d'euros, ces entreprises-là feront, j'imagine, pendant 2 ans, sauf à payer cette contribution qui sera au plus de 75%, eh bien, feront en sorte peut-être d'expliquer à ces cadres dirigeants que mieux vaut pendant 2 ans faire cette pause. D'ailleurs, il y a un exemple qui nous a été donné, l'accord qui a été passé par Renault pour garder les sites en France et faire qu'il y ait plus d'emplois en France. Qu'est-ce qu'on a demandé au président de Renault? De diminuer sa rémunération. C'est le même esprit. Alors, puisque vous parlez des impôts, il y avait eu un engagement de prix. On va parler de la fiscalité de manière plus générale. Il y a eu un engagement de prix. Après le choc fiscal de 2013, plus d'augmentation d'impôts. Est-ce qu'il y a, là, il n'y a pas un problème de sincérité de la part publique? On voit que pour 2014, déjà, il y aura 6 milliards d'impôts supplémentaires parce que certaines ressources s'éteignaient après l'année 2012. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, dans le reste du quinquennat, oui, il n'y aura plus d'augmentation d'impôts, on fera par la dépense? Je vais parler d'abord de l'année 2013. Nous sommes en 2013, ceux qui nous écoutent veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Nous avons pris des décisions difficiles en 2012 pour 2013. Nous avons demandé aux plus hauts revenus, mais pas qu'aux plus hauts revenus, c'est vrai qu'il y a... Tous les revenus, on a vu la diminution du pouvoir d'achat, c'est dû à l'augmentation des impôts. C'est dû à des décisions qui avaient été prises avant nous, pour 13 milliards d'euros, et par nous, par moi donc, j'assume toutes les responsabilités, pour 7 milliards d'euros. Parce que nous devions absolument garder l'objectif de déficit public. Alors que vous aviez laissé entendre que c'était les plus riches seulement qui paieraient ces augmentations d'impôts. Pour l'essentiel, ça a été les plus favorisés. Mais j'en conviens, il y a eu beaucoup de petites taxes qui ont été demandées. Est-ce que vous l'aviez dit pendant la campagne? J'avais dit aussi souvent. Il n'a pas dit ce qu'il fait aujourd'hui. Écoutez, vous m'avez suffisamment interrogé pour savoir que j'ai toujours dit que ça serait difficile pendant 2 ans. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Vous disiez pour les riches. Pour les riches, écoutez, je pense que ça a été un effort qu'eux-mêmes ont regardé comme significatif, si j'en crois un certain nombre de déclarations. Reportez-vous à certaines... ça n'a pas forcément été compris. À certains propos fracassants. Mais c'est plus dur. Je l'ai dit, c'est plus dur. Parce que qu'est-ce que j'avais comme solution quand j'arrive? Laisser filer le déficit? Être sanctionné par les marchés? Bruxelles? Je me suis refusé. Parce que j'ai le sens de l'indépendance de mon pays. Diminuer les dépenses. Diminuer les dépenses. Je ne pouvais pas le faire en 2012. Les budgets avaient été votés, je ne pouvais pas réduire telle ou telle dépense déjà en fait dépensée. J'arrive au mois de mai. Donc alors, pour 2012, on a pris des décisions qui ont des effets en 2013 et que les Français vont avoir à vivre. Donc, aujourd'hui, on a moins de croissance que prévu. Je pourrais dire, on va encore demander un effort supplémentaire. Eh bien non. En 2013, on va faire des économies pour qu'il n'y ait pas d'effort de plus demandé aux Français. Sauf les 6 milliards. Non, ça c'est pour 2014. 2014. J'ai annoncé depuis la fin du mois de décembre dernier qu'il y aurait une augmentation de la TVA en 2014 pour financer le pacte de compétitivité, la baisse donc des 20 milliards sur la masse salariale des entreprises pour leur permettre d'embaucher. Donc ces 20 milliards, je dois trouver à les financer. Donc j'ai dit, une partie en économie, une autre, ça sera l'augmentation de la TVA au taux supérieur, le taux intermédiaire, et une baisse de la TVA au taux sur les produits de première nécessité. Pour que le pouvoir d'achat des Français ne soit pas affecté trop. Donc j'ai déjà annoncé ça. Eh bien, pour 2014, en dehors de cette disposition pour les ménages, il n'y aura aucune autre augmentation d'impôts. Ni de taxes. Ni de taxes. Alors, pour financer la sécurité sociale, nous en reparlerons. Je parle de l'État. Il n'y aura pas d'augmentation d'un autre impôt que celui que j'ai annoncé. Et les collectivités locales? Ça, les collectivités locales, elles sont libres, elles sont maîtresses de leurs décisions, elles doivent faire un effort. Je leur ai demandé de faire un effort. Parce que les dotations de l'État vont être en diminution de 1,5 milliard. Chacun doit prendre sa part. Elles l'ont compris, c'est pas facile, mais chacun est pris dans ce processus d'économie. Et donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas d'augmentation?
d'impôts. Faire des économies. Alors, j'ai une question très simple à vous Parce que poser. J'ai une faire question des très simple à vous économies, poser c'est la là-dessus. seule façon de ne pas défaire l'économie. C'est ce que vous demande aussi la Cour des comptes. On en parle beaucoup de ces économies de dépenses publiques. Est-ce que vous pouvez nous citer ce soir une réforme qui fasse baisser de façon importante la dépense publique à ce jour? La dépense de l'État. La dépense de l'État. De la sécurité sociale. La dépense de l'État, on va regrouper tous les achats que font les administrations. Quelle économie? 2 milliards. On va dématérialiser toutes les pièces. Vous avez vu, ça commence avec les déclarations d'impôts. Tout va être dématérialisé. Une économie de plusieurs centaines de millions d'euros. On va simplifier, je vous dis, le choc de simplification. Ce n'est pas simplement une économie pour les entreprises, ça va être une économie aussi pour l'État. Parce qu'on va demander beaucoup moins de pièces, on va faire beaucoup moins de contrôles, on va faire beaucoup moins de poursuites inutiles, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises que pour les collectivités locales. Le choc de simplification, il va aussi concerner les collectivités locales. Toutes ces normes dont les élus sont là, parce que ça leur coûte, parce que ça les ralentit, eh bien, ce choc de simplification, il va également permettre aux collectivités locales de faire des économies. Alors ça, c'est le fonctionnement. Est-ce qu'il y a dans les réformes de structure, vous savez, on parle beaucoup des réformes de structure, une réforme que vous allez faire, quand on regarde la Suède, le Canada, des pays parfois sociodémocrates, ils ont évalué les missions de l'État, ils ont décidé de se passer de certaines missions, parfois de privatiser certains services, que l'on sache, la social-démocratie suédoise ne fonctionne pas si mal. Pourquoi la France ne peut pas faire la même chose? Mais nous avons fait, nous avons engagé, qu'on appelle une mission d'évaluation des politiques publiques, et donc formation professionnelle, politique familiale, nous allons en reparler, politique à l'égard des collectivités locales, tout cela va être revu. Par exemple, la décentralisation, ce n'est pas simplement pour transférer des compétences, c'est pour éviter qu'il y ait des superpositions, des doublons, que finalement chacun s'ajoute à la cause commune, et donc à la caisse commune. On a le sentiment que ces doublons, ils ont été identifiés depuis longtemps. Il y a des rapports de la Cour des comptes qui s'entassent dans tous les tiroirs. Eh bien, ça va être fait. La différence, c'est que moi, je ne suis pas dans le constat, je suis dans l'action. Et je voudrais juste agir pour que chacun comprenne bien. Les dépenses de l'État, elles vont toujours augmenter. Toujours. Je ne parle pas simplement des 5 dernières années. Je parle des 30, 40 dernières années. Toujours. C'est-à-dire, on dépensait l'année 2012 plus que l'année 2011. L'année 2013, on va dépenser autant qu'en 2012. Autant. Et l'année 2014, l'État va dépenser moins qu'en 2013. 1,5 milliard en moins. Pourquoi je fais ça? Parce que toute économie que je réalise, c'est un impôt en moins pour les Français qui leur sera donc épargné. Est-ce que vous avez supprimé, par exemple, un échelon de collectivité locale? On a la commune, la communauté de communes, le département, la région. Dans la loi de décentralisation, il y aura l'institution des métropoles. Très important les métropoles, parce que maintenant, les collectivités doivent être à taille européenne. Là, on rajoute, on enlève là. Non, ça va donc agréger des collectivités qui sont aujourd'hui dans des communautés. Il y a même des métropoles qui vont absorber une partie des compétences des départements. Donc on fait ce travail. Et on le fait avec pragmatisme et on le fait avec respect. Mais on le fait. Alors, quelques exemples précis de dépenses, et là on ne parle pas forcément de l'État, mais peut-être des budgets sociaux. Les allocations familiales, est-ce que vous êtes décidé à en priver les ménages les plus riches, ou à les réduire pour les ménages les plus riches, ou bien à les fiscaliser? Pour que chacun comprenne pourquoi on parle de la politique familiale, c'est une grande réussite, la politique familiale française. Vous avez entendu le chiffre, pas simplement dû à des prestations. C'est la bonne nouvelle économique du jour. Nous avons, depuis des années, le plus fort taux de natalité d'Europe. La fécondité la plus prospère, si je puis dire. Donc c'est quand même un sujet de satisfaction. Ça tient en partie à la politique familiale. Alors, qu'il faille faire des réajustements, aider mieux la garde des enfants, je le ferai. Mais il y a 2 milliards de déficit. C'est-à-dire que nous n'équilibrons plus depuis plusieurs années la branche famille. Les recettes sont inférieures aux dépenses de 2 milliards. Donc on fera des économies. Il y a 2 principes que je vais fixer tout de suite pour que chacun soit bien au clair. Il n'y aura pas de fiscalisation des prestations familiales. Parce que c'est absurde. On ne va pas donner d'un côté, reprendre de l'autre. Non. Et une réduction? Deuxièmement, on va garder l'universalité des prestations familiales, des allocations familiales, pour être précis. Mais que les plus hauts revenus
et les mêmes allocations familiales que les plus bas, non. Ça sera revu. Les retraites. Est-ce qu'il y aura un allongement de la durée de cotisation ou est-ce qu'il y aura une désindexation des pensions? Sur l'allongement de la durée de cotisation, on a senti que même à gauche, il y avait des gens, Henri Emmanuelli, Jean-Marie Le Guen, qui semblaient dire qu'il fallait, parce que pendant longtemps, la gauche a semblé refuser cet allongement. J'ai été un moment dans cette situation d'opposition. Il ne faut jamais être systématique dans l'opposition. C'était vrai hier, ça peut être vrai aujourd'hui. Mais ce que j'avais refusé, c'était l'inégalité. C'est-à-dire que ceux qui avaient cotisé longtemps, on leur demandait de cotiser encore davantage. C'est la raison pour laquelle ils sont arrivés. Ceux qui avaient fait leur 41 années de cotisation, ils ont pu partir à 60 ans. Pour moi, c'était un principe de justice fondamental. Et aujourd'hui, pour cela, pour ceux qui auront cotisé longtemps, ils doivent pouvoir partir à temps. Mais, comme on vit plus longtemps, l'espérance de vie s'allonge. Très bien. Il va falloir avoir des durées de cotisation plus longues. Ça sera l'objet de la négociation avec les partenaires sociaux. Vous me posez une question précise, je vous réponds précisément. Mais nous n'en aurons pas fini pour autant. Parce que aujourd'hui, malgré la réforme qui était annoncée comme la dernière, j'ose me méfier de ceux qui vous disent c'est la dernière, donc j'évite de faire moi-même cette annonce. Mais vous avez dit c'est la dernière, on a 20 milliards d'euros de déficit en 2020. 20 milliards d'euros. Et on en a forcément dans les prochaines années. Donc il va falloir faire un effort aussi pour 2014-2015. Les partenaires sociaux ont été très responsables. Il y a eu un accord sur les retraites complémentaires. Et franchement, avec des mesures très courageuses, parce que douloureuses. Il peut servir d'exemple? Parce que justement, il a été fait sur un certain nombre de critères qui concernaient les retraites complémentaires. Il faudra faire différemment pour le régime de base. Mais sur le principe de la désindexation, c'est-à-dire la diminution des pensions? Pas pour les petites retraites, c'est impossible. Pas pour les retraites de base. Pas pour les retraites de base. Donc c'est impossible que nous soyons dans une remise en cause de ce qui est le droit fondamental pour les retraités d'avoir le maintien de leur pension. Donc, il y aura une discussion sur les paramètres, tous les paramètres, cotisation, indexation et allongement de la durée de cotisation. Est-ce que l'indemnisation du chômage sera réformée? Vous savez ce qu'on dit, la France est très généreuse, notamment pour les plus hauts revenus et notamment pour la durée d'indemnisation. Ça, c'est une négociation entre partenaires sociaux. Vous savez que c'est l'UNEDIC qui en a la responsabilité. Donc, maintenant, c'est pour l'emploi, mais c'est l'UNEDIC partenaires sociaux. Et donc, il y aura cette négociation. Qu'est-ce que je Ça peut être un frein à l'emploi? Qu'est-ce que je aujourd'hui comme réforme, si j'avais un conseil de nos partenaires sociaux, c'est qu'il faut que le système d'indemnisation encourage le retour vers l'emploi. Et que même on puisse avoir des systèmes d'indemnisation qui se cumulent davantage qu'aujourd'hui avec la reprise d'un emploi à temps partiel, même à temps partiel. Et donc on aura à revoir ces procédures, y compris d'ailleurs ce qu'on appelle le RSA activité, qui était l'idée de Martel, qui était une bonne idée et qui n'a pas véritablement fonctionné. Donc il va falloir qu'on donne cette incitation plus forte qu'aujourd'hui à la reprise du travail. Vous ne prononcez pas le mot, mais vous redoutez l'assistanat. Je me méfie de ces mots, parce que c'est toujours de laisser penser que celui qui touche une prestation n'y aurait pas droit ou serait un fraudeur potentiel. Vous savez, celui qui est chômeur aujourd'hui, il ne l'a pas voulu. Le million de chômeurs des 5 dernières années, ce n'est pas un million de chômeurs de gens qui se seraient précipités à Pôle emploi pour avoir une indemnité. Non. Donc il va falloir aussi faire cette réforme de la formation professionnelle. Ce que je veux, c'est que ceux qui sont au chômage puissent se dire bon, c'est une difficulté, mais je vais avoir une chance. Je vais avoir une espèce de contrat, on va peut-être faire d'ailleurs cette procédure, ce contrat avec Pôle emploi, je suis à Pôle emploi, je vais me former, je vais me qualifier, on va m'en donner les moyens et je vais pouvoir retrouver un emploi plus rapide. Dernier point précis sur les dépenses, parce que l'heure tourne, là on ne parle plus des budgets sociaux, mais bien du budget de l'État, la défense. Vous avez vu qu'il y a un débat très important. Il y aura des économies, si on l'a compris, de toute façon. Le ministère de la Défense souhaite des économies limitées, en gros 181 milliards, si on a bien compris, sur 5 ou 6 ans à partir de 2014. Bercy souhaite des économies plus fortes. Est-ce que vous avez arbitré ce débat qui est important pour la souveraineté de la France? Juste un moment de réflexion. On me dit qu'il faut faire des économies. Et montrer que vous allez faire des économies. Je parle de politique familiale.
ça touche à la politique familiale, et je le comprends. C'est un bien commun. On parle de la défense. La défense, c'est un peu plus de 30 milliards d'euros par an. Par an. Donc, sur 280 milliards de dépenses de l'État, c'est important. On me dit, attention, on ne touche pas à la défense. Et si je suivais tous ceux qui me disent, il faut faire des économies, mais on ne touche pas à tel ou tel bloc de dépenses, je ne ferai plus rien. Sauf que, sur la défense, je suis chef de l'État, chef des armées. J'ai pu apprécier la qualité de notre outil militaire. J'ai pu l'apprécier dans l'intervention de la France au Mali, nous en reparlerons. Je sais ce qu'est l'indépendance nationale. Parce que la France est un grand pays, peut décider seul, y compris d'aller sauver un pays comme le Mali. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation à qui que ce soit. Nous avons une arme nucléaire. Pensez ce qu'on veut de cette arme nucléaire. Je sais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui y sont hostiles. Moi, je leur dis, c'est notre garantie. C'est notre protection. Il faut la conserver en l'état. Il faut la conserver et même la moderniser. Et enfin, on doit protéger notre territoire. Parce que ce qui est un fait, hélas, que je constate, c'est que les menaces, elles augmentent et les budgets militaires, ils diminuent. Ces trois missions-là. Donc, il faut autonomie de décision, protection du territoire, dissuasion, il faut maintenir. Et donc, l'annonce que je vous fais, pour éviter que ce débat continue de se dérouler, même s'il est légitime, puisque ce sera le débat de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, nous dépenserons en 2014 exactement le même montant qu'en 2013. Comme nous avons été bien défendus en 2013, nous serons bien défendus en 2014. Et ainsi, ce sera la même somme qui sera donc affectée à l'outil de défense. Pour la loi de programmation 2014-2020, ce sera la même chose. 2019, ce sera la même chose. On va parler de l'Europe et clore ce chapitre économie. Si on vous a bien entendu, vous nous dites que les outils sont tous là. Il y en aura quelques-uns de nouveaux. Oui. Vous avez parlé des normes, vous avez parlé de la formation, mais grosso modo, vous dites aux Français ce soir, les outils sont là, les voiles sont levées, on attend que le vent de la croissance revienne pour nous pousser. Non, si on attend la croissance, pas sûr qu'elle arrive. Il faut aller la susciter. Il y a ce qu'on appelle les leviers de la croissance. Le levier de la croissance, c'est quoi? C'est être plus compétitif que les autres. Double pacte que j'ai passé avec les entreprises. Trouver de la croissance, c'est être sur les meilleures filières, d'où les investissements que nous faisons. Trouver de la croissance, c'est avoir un secteur du logement, de l'artisanat qui soit dynamique. C'est pour ça que j'ai pris des mesures exceptionnelles. Après avoir relevé le taux de TVA sur le bâtiment. Moi, je n'ai rien relevé du tout. De 7 à 10, les taux intermédiaires. Non, ça c'est en 2014. Mais ceux qui ont relevé le taux de TVA sur le bâtiment, ce sont nos prédécesseurs, qui ont passé de 5,5% à 7%. Moi, j'ai fait il y a un plan pour le bâtiment. J'ai fait tout de suite baisser. J'ai fait tout de suite baisser la TVA sur le logement social à 5,5%. Et pour la rénovation thermique, c'est-à-dire tout ce qui va contribuer à améliorer le logement et éviter la précarité énergétique, je fais une mesure spécifique. J'ai déjà annoncé 1 350 € pour aider tous les particuliers, en plus de tous les dispositifs fiscaux qui existent, pour rénover leur logement sur le plan thermique. Et sur la TVA, je regarderai très précisément ce sujet, parce que je pense que ça peut être aussi un puissant levier pour l'artisanat et le bâtiment. Donc, je vais continuer à développer ces moyens-là, mais il faut utiliser tout ce que nous avons mis sur la table, pour les uns comme pour les autres. C'est la même politique. Marché du travail, compétitivité, emploi d'avenir, contrat de génération, filière industrielle, nous avons là tous les éléments, plus la formation professionnelle, et je suis conscient aussi du problème du pouvoir d'achat. Donc je n'attends pas la croissance, je la crée. Mais vous nous dites ce soir, à crise exceptionnelle, ces outils-là sont suffisants. Mais ces outils sont même exceptionnels. Vous vous rendez compte? 20 milliards d'euros pour la compétitivité, une réforme du marché du travail, le contrat de génération qui va donner 4 000 € à chaque employeur qui va garder un senior et qui va embaucher un jeune, des emplois d'avenir, 150 000 pour les collectivités locales et les associations qui vont prendre des jeunes qui sont sans qualification, la formation professionnelle qu'on va revoir. Je suis conscient du problème du pouvoir d'achat. Parce que on a eu les chiffres pour l'année 2012, avec des décisions qui avaient été prises durant cette période-là. Les Français manquent de pouvoir d'achat. Difficile de leur en donner, mais encadrer les loyers, c'est leur donner le pouvoir d'achat. Baisser le prix du gaz autant qu'on le pourra, ce sont aussi des moyens pour le pouvoir d'achat.
lutter contre les frais bancaires, ça sera la loi bancaire. C'est la loi bancaire qui vient d'être votée. Et donc, on va diminuer les frais bancaires. C'est du pouvoir d'achat. Supprimer les exonérations sur les hors-sup, ce n'était pas du pouvoir d'achat. Ce n'était pas du pouvoir d'achat. Et je l'ai fait parce que j'avais l'obligation de redresser les comptes publics. Ça ne m'a pas fait plaisir. Mais en même temps, est-ce qu'il fallait encourager les heures supplémentaires quand il y a plus de 3 millions de chômeurs? La question mérite d'être posée. Et donc, je l'ai tranchée comme je vous le dis. Mais je me dis, aujourd'hui, de ce qu'on appelle la participation, elle est bloquée 5 ans. Eh bien, moi, je propose qu'elle soit, pour tous ceux qui en ont 4 millions de Français, en ont l'usage de ces accords de participation, qu'elle puisse être débloquée immédiatement sans pénalité fiscale. C'est-à-dire tous ceux qui ont un accord de participation, qui veulent, jusqu'à 20 000 €, l'utiliser pour quelque achat que ce soit. Sans raison particulière. Sans aucune raison. Qui puissent en disposer. Pour acheter un bien, une voiture ou tout autre, participer à un apport pour le logement, ils pourront le faire. Ça durera 6 mois. Mais ça permettra, pendant ces 6 mois-là, débloquer une épargne pour l'affecter à la consommation. Donc vous voyez, j'avance, mais je veux surtout que les outils que nous avons mis en place soient pleinement utilisés. Et parce que je pense que grâce à cela, nous aurons de la croissance dès la fin de 2013. Alors, et ça, c'est l'engagement que je prends. Pas simplement attendre la croissance, aller trouver la croissance par nous-mêmes grâce à nos leviers. Donc vous aviez dit 2 ans d'effort et puis on redistribue ce qu'on a gagné. Vous maintenez ce calendrier. Oui, 2 ans pour redresser et ensuite le reste, 3 ans pour nous dépasser. Parce que nous devons aller plus loin. Moi, ce que je veux, ce n'est pas simplement remettre de l'ordre dans les comptes publics, dans l'état de nos entreprises. Ce que je veux, c'est que les Français se disent, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut être les meilleurs? Parce que peut-être, j'ai dû attendre d'être chef de l'État pour m'en rendre compte. Je voyage. Nous sommes regardés, nous, la France. Attendus, espérés. En Europe, par exemple, on n'en a pas parlé. Mais qu'est-ce qu'on attend de la France? C'est qu'elle dise, bon, bien sûr qu'il fallait remettre de l'ordre dans la crise financière qui s'était produite à cause de tous les dérèglements des banques et d'une finance non maîtrisée. On s'est fait, pour l'essentiel, reste encore chic, mais enfin, ça vient d'être réglé avec des principes qui sont très importants. C'est-à-dire, on ne fait pas payer les déposants jusqu'à 100 000 €. Vous pouvez préciser ce propos pour ça, ceux qui nous regardent. Oui. Est-ce qu'on risque de toucher à nos dépôts bancaires, puisqu'il y a eu ce précédent chypriote, même si finalement il a été retoqué? Jamais. Et je peux être d'autant plus affirmatif que nous avons fait voter une loi bancaire. Là. Et cette loi bancaire, elle anticipe sur ce que doit être l'Europe, l'union bancaire, c'est-à-dire une supervision. On regarde les banques, voir si elles ne font pas d'erreur, si elles se comportent comme il convient. On peut intervenir pour lorsqu'il y a une difficulté ou une crise, ce qu'on appelle la résolution, et on peut même les recapitaliser sans qu'il en coûte quoi que ce soit à l'épargnant. Pourquoi? Parce que dans la loi bancaire, comme ce sera le cas dans l'union bancaire, tous les dépôts jusqu'à 100 000 € sont garantis. Alors, donc en France, nous sommes totalement protégés. Pas de crainte. Sur cette Europe, vous aviez dit, oui. Monsieur le Président, pendant la campagne, je vais réorienter l'Europe vers la croissance, notamment avec cet ajout au traité européen. Presque un an après, l'Europe est plus que jamais dans l'austérité. Est-ce qu'il n'y a pas là une parole qui a été dite et qui n'est pas respectée? Est-ce qu'il n'y a pas là un engagement un peu léger? Mais non, il y a eu un engagement et une traduction. Dès les premières semaines, les premiers jours de mon entrée en fonction, j'ai pu, avec les partenaires européens, faire voter ce pacte de croissance sur 20 milliards d'euros. Et comment se traduit-il aujourd'hui? Et je veille à chaque Conseil européen à ce que sa mise en œuvre soit effective. On n'en voit pas beaucoup la couleur. Eh bien, vous en verrez la couleur, puisque la Banque européenne d'investissement, qui va faire des prêts et va faire donc ce qui permettra de mettre de la croissance, a été recapitalisée. Nous avons mobilisé des fonds structurels, mais ça prend toujours trop de temps. Et moi, j'en ai assez du temps perdu. L'Europe, c'est ce qui nous permet d'être solidaires, mais c'est tellement long dans les procédures que nous devons accélérer. Vous le dites à qui ce soir? Je le dis à tous nos partenaires, et ils m'ont déjà entendu là-dessus. Nous devons aller plus vite, y compris pour régler des problèmes comme Chypre ou autres. Et vous l'avez suivi? Et vous l'avez suivi? Oui, c'est plus long. Est-ce que la France existe en Parce que je ne suis Europe? pas tout seul. Le problème, c'est que je ne suis pas tout seul.
avec beaucoup de gouvernements conservateurs. Et surtout, mais un gouvernement. On a Et- l'impression que c'est l'Allemagne qui dit Mais c'est l'Allemagne- quoi à l'Europe aujourd'hui. Parfois avec les Pays-Bas, comme sur Chypre, Non, ou avec c'est les pas vrai. Finlandais. Mais on a l'impression que la voix de la France Mais la voix de la n'est France- pas entendue. La voix de la France, elle a été entendue sur le pacte de croissance. Elle a été entendue sur l'union bancaire, puisque c'est à notre initiative, et l'Allemagne l'a parfaitement admis, que nous avons pu aller vers ces règles-là qui nous protègent de la spéculation. Pas sur le budget, la pas sur taxe- l'austérité. la taxe sur les transactions financières, nous l'avons introduite et les Allemands nous ont suivis. Alors, donc, on est dans cette tension amicale avec l'Allemagne, qui, comme vous le savez, Mme Merkel, elle n'a pas les mêmes idées que moi, mais nous avons une obligation, tous les deux, faire que l'Europe puisse avancer. Alors là, nous avons maintenant un débat Sur la rigueur. sur la rigueur. Ou pas la rigueur, je vais appeler l'austérité. Ce n'est pas la même chose. Que les pays européens soient dans l'obligation d'être rigoureux, moi j'en conviens parfaitement. La France, en premier, être rigoureux. Même si elle ne respecte pas ses objectifs. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Mais être dans l'austérité, non. Parce que être dans l'austérité, c'est condamner l'Europe, non pas à être en récession, c'est la condamner à l'explosion. Parce que je vois ce qui se passe en Europe. Les populistes qui montent, vous avez vu ce qui s'est produit en Italie, les mouvements extrémistes, voire même néo-nazis, en Grèce. Je vois aussi des égoïsmes nationaux. Vous parlez du budget européen, je l'ai constaté sous mes yeux. La France s'en est plutôt bien tirée. On a maintenu la politique agricole commune, j'ai maintenu les fonds pour les régions. Enfin, ça a été un marchandage où je me suis dit, mais où est l'intérêt européen? Où est cette aventure? Donc, j'ai cette obligation, parce que je suis le président de la France, de dire aux Européens, et je le fais devant vous, et comme je le fais devant eux et devant les Français, aujourd'hui, prolonger l'austérité, c'est le risque de ne pas aboutir à réduire les déficits et la certitude d'avoir des gouvernements impopulaires dont les populistes ne feront plus boucher le moment venu. Mais qui vous entend? Alors, ceux qui sont concernés, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, sont tous conscients qu'ils ont fait des efforts. Et il fallait qu'ils en fassent. Ça peut infléchir la position Qu'est-ce allemande? Mais la position allemande, elle est aussi consciente, parce que l'Allemagne, quand il n'y a pas de croissance en Europe, quand il y a une récession, elle n'est pas prospère, l'Allemagne. Dans le dernier trimestre de l'année 2012, nous on a fait moins 0,3. Eux, ils ont fait moins 0,6. Donc, ils sont entraînés par ce mouvement. Est-ce que pour autant, Sauf que nous, on a une ils vont situation. changer de position? Écoutez, il faut argumenter. Et moi, je ne ferai pas une politique qui conduise l'Europe à l'austérité. Et donc, on est devant ce choix. Est-ce qu'on doit absolument atteindre nos objectifs dès 2013, les 3%, ou est-ce qu'on peut faire que cet objectif soit reporté à 2014? Vous avez vu tous les efforts que l'on fait. Économie, prélèvements qui ont été quand même sérieux. Donc, je dis, nous n'atteindrons pas les 3%, parce que si je forçais l'allure, je casserais, y compris l'espoir de retour de la croissance. Et la Donc, Commission vous a dit oui. la Commission, je vais discuter, je ne vais pas du tout prétendre qu'elle va signer le papier que je vais lui présenter. Je vais argumenter. Je pense que cette prise de conscience, elle existe. Et ça, c'est mon rôle. Mon rôle, non pas simplement parce que je suis un président socialiste. D'ailleurs, je ne suis maintenant plus président socialiste, je suis le président de tous les Français, le président de la France. Mais parce que je suis justement le chef d'État français. Et que le rôle de la France, tous les pays d'Europe me disent, il faut que vous teniez ce langage. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et Mme Merkel, elle entend aussi. Elle est consciente. Parce qu'elle est européenne. Ça ne se remarque pas beaucoup. Oui, enfin, je suis européen. C'est parce que je suis européen que je ne veux pas que l'Europe soit la maison de redressement. Je suis pour le redressement, pas pour la maison de redressement. Une défaite d'Angela Merkel ferait vos affaires en octobre Non, prochain. je ne mêle pas des affaires électorales des autres. Ce que d'ailleurs, j'ai demandé dans la campagne précédente, qu'on ne se mêle pas des affaires de la France. Ça n'a pas été tout à fait entendu d'ailleurs la dernière fois. Donc je ne vais pas faire à d'autres ce que d'autres m'ont fait. On parle du Mali. Question militaire. Est-ce que l'essentiel de la reconquête du territoire est accompli? Est-ce que vous avez ce soir, un jour, une date à nous donner pour le début du retrait de l'armée française? Oui, nous avons atteint nos objectifs. C'était quoi nos objectifs quand j'ai pris la décision au nom de la France? C'était d'arrêter l'offensive terroriste. C'est fait. Ça s'est fait dans les premiers jours. C'était ensuite, deuxième objectif,
reconquérir les villes qui avaient été occupées par les terroristes. C'est fait. Je suis allé moi-même en faire le constat. On envoie des photos. Avec un accueil de la population qui nous confirmait bien Qui vous a touché. que nous étions délibérateurs. Vous avez dit c'est peut-être... Oui, parce que c'était pour la France, pas pour moi, pour la France. La France qui était un pays colonial, qui retournait, on pouvait en faire des commentaires, dans un pays qu'il avait autrefois occupé. Eh bien, cette France, elle a été regardée comme le pays de la liberté, comme le pays de l'émancipation, comme le pays de la délivrance. Et ça, chaque Français doit en être fier. Et les soldats français doivent en être récompensés et remerciés. Alors, nous avons atteint ce deuxième objectif, libérer les villes. Puis on avait un troisième objectif, aller dans le réduit des terroristes, dans leur sanctuaire, dans des montagnes extrêmement difficiles d'accès. Là encore, nos soldats ont été exemplaires. Ils y sont allés, à pied, avec 45 degrés de température. Et j'ai suivi ces opérations. Vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez. Parce que je suis en admiration devant ce qui a été fait. Et certains en sont morts. Nous avons eu 5 soldats qui ont été tués. Et on a eu plusieurs blessés, dont certains graves. Et donc ils sont allés chercher les terroristes, y compris le chef des terroristes, qui a donc été tué par un bombardement qui a été effectué par l'armée française. Alors donc nous avons atteint, sauf, j'y reviendrai, que nous n'avons pas pu retrouver nos otages. Donc nous allons continuer de ce point de vue-là à faire cette recherche. Mais donc, vous me posez une question, quand est-ce que nous allons maintenant, puisque nous avons atteint nos objectifs, réduire notre format? À la fin du mois d'avril, nous nous retirons, donc nous sommes un peu plus de 4000, et au mois de juillet, il n'y aura plus que 2000 soldats français au Mali, dans le cadre sans doute d'une opération de maintien de la paix de l'ONU, et puis à la fin de l'année, un millier de Français seulement seront présents. Et tout cela en bonne intelligence avec le gouvernement malien, mais nous aurons toujours des forces prépositionnées pour intervenir si c'était nécessaire. Alors, un succès militaire, mais une grosse incertitude politique. Est-ce que la France va se trouver, de fait, engagée dans la construction d'une nation malienne? Parce que pour l'instant, le gouvernement malien, il n'est pas légitime, il est issu d'un coup d'État, il y aura des élections. Est-ce que la France travaille, par exemple, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais est-ce que c'est le cas, à trouver des candidats à la présidence malienne qui pourront être élus et à refaire que ce pays puisse avoir son unité, notamment entre les Touaregs et les ethnies, entre guillemets, majoritaires? Le temps où la France désignait des chefs d'État en Afrique est révolu. Vous ne ferez pas ça? Non. Mais en Vous ne revanche... serez pas obligé de le faire? Non. Comme les Américains ont tenté de le faire en Afghanistan? Pas forcément la bonne manière, mais il y aura des élections. En Afghanistan, il y a eu des élections d'ailleurs. Mais nous voulons qu'il y ait des élections au Mali à la fin du mois de juillet. Et ça, nous serons intraitables là-dessus. Deuxièmement, il faut qu'il y ait ce dialogue avec toutes les composantes de la société malienne. Qui est aux sources de ce conflit. Oui, pour une grande part. Au départ, mais enfin ça a été un prétexte, et ensuite les djihadistes terroristes s'y sont engouffrés. Mais il faut régler les problèmes qui remontent à loin au Mali. Mais ça, c'était une affaire entre Maliens. La France y contribuera, mais avec les Nations Unies, avec les pays africains, et les pays européens continueront d'ailleurs de former les troupes maliennes pour assurer la sécurité du territoire. Mais nous avions un objectif, libérer le Mali, avec le souci de maintenir, et surtout de réinstaller la démocratie. Après, c'est une affaire entre Africains. Les otages, vous avez dit aux familles, paraît-il, la France ne paiera plus, la France ne paye plus pour les otages. C'est la vérité? La politique de la France, c'est qu'il n'y a pas de versement de rançon. Officiellement, ces dernières années. Et on savait qu'on se débrouillait pour qu'il y ait versement d'une rançon. Ce que j'ai dit aux familles, et je comprends qu'elles en aient été émues et affectées, je leur dis, comment pourriez-vous comprendre qu'au moment où nous sommes en guerre contre des terroristes, nous leur verserions des sommes d'argent pour qu'ils achètent des armes contre nos propres soldats? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contact, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de négociation, ça ne veut pas dire qu'on ne cherchera pas une solution. Mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de versement de quelque rançon que ce soit. Je vous l'ai dit, dans le passé, il n'y en a pas eu. Est-ce que vous pouvez confirmer la mort de Philippe Verdon? Je ne peux pas la confirmer. Je n'ai pas la preuve. Mais le ministre Laurent Fabius s'est entretenu